Bienvenue sur une nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui est d'entamer le chapitre sur l'asservissement et de voir finalement c'est quoi l'asservissement, comment est-ce qu'on le définit et qu'est-ce qu'un système complexe asservi. Alors déjà, on va partir d'une première chose. Avant de voir l'asservissement, on va parler des systèmes complexes. Finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond? Un système automatisé, un système complexe, est un système qui réalise de manière autonome des opérations de processus de transformation de la matière d'œuvre. Alors je rappelle que la matière d'œuvre, c'est finalement ce qui transite. Sur cette image qui bouge, on voit qu'on a des bouteilles qui sont non remplies, qui finissent par être remplies, étiquetées, bouchées. La matière d'œuvre, en fait, c'est le devenir de cette bouteille qui est donc remplie, puis qui est bouchée et bouché et étiqueté. L'intervention de l'homme est alors limitée à plusieurs choses. D'abord la programmation. On se rend bien compte ici que la machine a été fabriquée par l'homme, a été automatisée par l'homme. La mise en marche pour démarrer, arrêter, et bien sûr le réglage de certains paramètres, la distance entre chaque machine et tout ce qui va être l'étiquetage de nos bouteilles. Il existe plusieurs types de systèmes automatisés. Ces systèmes vont dépendre de leur logique. Le premier type de système automatisé, c'est celui des interrupteurs. Pour allumer notre lumière, ici, on va avoir plusieurs interrupteurs à actionner. La seule manière d'allumer cette lumière, ça va être de fermer les deux interrupteurs. C'est ce qu'on appelle de la logique combinatoire. La grandeur physique de sortie, là la grandeur ça pourrait être l'intention qui arrive dans la lumière, est élaborée à partir d'une combinaison des grandeurs d'entrée. Ici ce serait le fait de fermer les deux interrupteurs. Deuxième type de système, le système à logique séquentielle. Cette fois-ci la grandeur physique de sortie, ici ça reste l'intensité qui traverse les lumières pour être allumée, est élaborée à partir d'une combinaison de grandeurs d'entrée. Donc on va avoir bien sûr le cycle du feu vert, mais on va aussi avoir potentiellement les boutons d'arrêt, de demande de passage d'un piéton. Mais prend compte en plus de ça la chronologie des événements. Un feu tricolore, on s'attend à ce que ce soit une séquence et une seule et toujours la même. Si on avait eu un allumage du orange entre le rouge et le vert, on se poserait des questions en tant que conducteur de voiture. Troisième type de système, le système dit continu, ce sont des systèmes dont les grandeurs physiques évoluent de manière continue en fonction du temps. C'est le cas des fours traditionnels quand on imagine l'évolution de la température. Quand on va faire cuire un plat, on va bien avoir une évolution de la température entre température ambiante 20-25 degrés estimée à une température de chauffe. On va monter étape par étape, même si le capteur qui va nous renvoyer une température ne renverra pas pile la bonne température. Il faut bien se dire qu'entre 25 et 30 degrés, la température va évoluer de manière continue. La particularité des systèmes automatisés les plus complexes, c'est que certains vont englober toutes ces technologies de systèmes indépendants, donc logique combinatoire, logique séquentielle et continue. Ça va être le cas donc de cet embouteillage de bouteilles. On peut avoir une combinaison d'événements dans le programme, c'est-à-dire que pour la démarrer, il faut qu'il y ait présence de bouteilles, il faut qu'il y ait du liquide dans le récipient, il faut qu'il y ait l'appui sur tel bouton, ainsi de suite. Ça va être une combinaison d'événements combinatoires. Ensuite, on va avoir une séquence répétitive au cours de l'embouteillage. On est d'accord qu'on a d'abord le remplissage, ensuite on a la libération d'un bouchon, le bouchage de la bouteille, l'étiquetage, donc ça reste une séquence qui est toujours la même. Et enfin, on va avoir un aspect continu, notamment ici on peut imaginer un aspect continu de l'avance du tapis roulant, qui peut être modifié en fonction du type de bouteille et de la quantité à remplir, puisque le temps de remplissage peut différer. La particularité des systèmes asservis, c'est qu'ils ne concernent que ceux à évolution continue. On va donc se concentrer sur les systèmes complexes continus. Pour étudier tout ce qui est asservissement, on étudiera dans un second temps, dans d'autres chapitres, la notion de logique combinatoire et de logique séquentielle, beaucoup plus proche
de la programmation par ordinateur. Alors finalement, c'est quoi le travail de l'ingénieur? Un ingénieur, ça doit concevoir les systèmes automatisés en vue de répondre aux besoins d'un client, vérifier que le système automatisé répond aux exigences du client et comprendre les systèmes automatisés en vue de les réparer ou de les améliorer. Pour faire tout cela, il va être nécessaire de modéliser ces systèmes continus asservis. En vue de les étudier, nous ici, on va devoir principalement vérifier que le système automatisé répond aux exigences du client et ensuite de comprendre le système automatisé en vue de le réparer ou de l'améliorer, nous plus précisément de l'améliorer. Alors, c'est quoi un système complexe asservi? On va prendre comme exemple le régulateur de vitesse que certains ont déjà pu tester dans leur voiture, voilà, si quelqu'un a déjà testé. C'est normalement un système que vous visualisez assez bien, c'est pour ça que je me suis concentrée sur cet exemple. Avant de partir sur la régulation de vitesse, prenons un exemple d'une voiture qui n'est pas régulée en vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une route qui est limitée à 90 km/h. Première action, vous êtes conducteur, on va imaginer une ligne droite, vous appuyez sur la pédale d'accélération, vous vous mettez en cinquième et vous montez en cinquième, on est en vitesse continue, la voiture est lancée, vous avez toujours le pied sur la pédale. Le moteur se met à tourner, la voiture avance et votre compteur affiche 90 km/h. On se retrouve avec d'un côté donc la consigne 90 km/h, le processus qui est celui interne à la voiture et la mesure qui vous renvoie un affichage par une communication. Que se passe-t-il si la vitesse de votre véhicule augmente? C'est-à-dire par exemple que votre véhicule se met à descendre, vous êtes sur une pente descendante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en tant que conducteur? Dans le cas de figure où la vitesse n'est pas régulée, la vitesse n'est pas donc asservie, c'est le conducteur qui va réguler sa voiture pour faire en sorte que le 90 km/h revienne. Pour ça, le conducteur va lever le pied ou va freiner dans les cas les plus rapides et va ainsi adapter sa vitesse de 120 km/h par exemple à 90. On va retrouver finalement deux choses ici, ce qu'on va appeler la chaîne directe en termes de vocabulaire. Donc la chaîne directe, c'est ce qui englobe la consigne et le processus, c'est ce sur quoi l'homme agit. Et puis on va définir ce qu'on appelle une boucle ouverte. Le processus, dans ce cas-là, son régulateur de vitesse, c'est ce qu'on appelle une boucle ouverte entre la consigne et le relevé de la mesure. Que se passe-t-il maintenant quand on enclenche un régulateur de vitesse? Vous voyez que le schéma a un petit peu changé. On retrouve la consigne, le processus et la mesure. Que se passe-t-il quand on enclenche le régulateur de vitesse? On va avoir la voiture qui va prélever, avant de renvoyer l'information, qui va prélever cette valeur de 90 km/h. Elle va l'afficher bien sûr, mais sa mesure, elle va en faire quelque chose. Elle va l'envoyer au régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse récupère donc depuis le processus, sans intervention humaine, va récupérer la vitesse actuelle de la voiture. Il va la comparer avec un plus-moins ici, il va la comparer à la consigne. Donc finalement, ici à la sortie du régulateur, on va avoir 90 km/h moins 90 km/h, ou toute l'évolution de vitesse de ma voiture. Ce régulateur de vitesse, une fois qu'il a obtenu en sortie un 0, c'est-à-dire 90 moins 90, va pouvoir limiter le processus. Si ici on est à 120 km/h, on va avoir 90 moins 120, on va obtenir un moins 30. Le processus, en fonction de cette valeur-là, va savoir dire « Ok, il faut que je ralentisse mon moteur pour ralentir ». Si à l'inverse, ma voiture est à 45 km/h et qu'elle doit monter jusqu'à 90, il va faire sa mesure, 90 moins 45,
On va se retrouver à 45 ici. Le régulateur de vitesse va dire OK au moteur de tourner plus loin. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler la boucle fermée. On se retrouve avec un système en boucle fermée qui va se modifier en même temps qu'il évolue. Le régulateur a donc fonction de comparateur. Il compare la vitesse de la voiture avec la consigne qui a été enregistrée par le conducteur. On nomme écart de vitesse la différence entre la consigne et la vitesse de voiture. La vitesse de la voiture. Si l'écart est positif, le moteur doit accélérer. Si elle est négative, le moteur doit freiner. Et si l'écart est nul, le moteur doit maintenir sa vitesse puisque la voiture est à la vitesse souhaitée. Et tout l'asservissement repose sur finalement cette simple comparaison et sur le fait que le système se renvoie l'information à lui-même. Que se passe-t-il si la voiture s'engage sur une pente? Dans le cas d'étude de notre voiture, la présence d'une pente est considérée comme une perturbation. Alors c'est quoi une perturbation? C'est le fait d'avoir un événement extérieur qui ne peut pas être contrôlé par le conducteur. C'est pas le conducteur qui va choisir que tiens, cette route elle est en pente, c'est bien quelque chose qui n'est pas contrôlé. Si la pente est descendante, la voiture va avoir tendance à prendre de la vitesse, le moteur va devoir se réadapter et ralentir. Si la pente est montante, la voiture va avoir tendance à perdre de la vitesse et le moteur va devoir se réadapter. Le régulateur de vitesse donc va avoir pour objectif de prendre en compte toutes ces perturbations. Ça peut être la pente de la route, ça peut être la prise au vent, l'adhérence de la route, l'état des pneumatiques, ainsi de suite. Finalement, c'est quoi un système asservi? Un système asservi, c'est un système bouclé dans lequel la grandeur de retour est comparée à la grandeur d'entrée, appelée consigne, par l'élaboration d'un signal, en général signal électrique, appelé écart. Le signal écart est adapté, amplifié, afin de commander la chaîne d'énergie. Donc en fait, tout ce qui se passe au niveau du système asservi, c'est ce qui se passe au niveau de l'intelligence de la chaîne d'information qui va réadapter la commande en vue d'actionner la chaîne d'énergie puissance. Un système asservi est dit en poursuite lorsqu'il suit la consigne demandée et il est dit en régulation quand il s'adapte à la présence de perturbations. Donc la consigne initiale était de 90 km/h, le régulateur de vitesse est initialement un système en poursuite et à partir du moment où vous êtes en pente, il passe en régulation. Et bien sûr, un système va savoir gérer les deux en même temps, un système correctement asservi. Comment est-ce qu'on va modéliser fonctionnellement ce système complexe asservi? On va utiliser ce qu'on appelle un schéma fonctionnel. Le dessin que je vous ai représenté s'en rapproche beaucoup. De quoi est-ce qu'il est composé? On va retrouver d'abord donc un modèle graphique avec des rectangles, des flèches et des ronds avec des plus et des moins. Le rectangle regroupe un élément ou un groupe d'éléments qui correspond à la fonction du système. Donc là on va avoir le système complet, c'est-à-dire par exemple le moteur, ensuite on va voir la caisse de la voiture, ainsi de suite. Le correcteur, les capteurs. Vous remarquerez que le capteur est toujours sur la boucle de retour. Une boucle de retour peut être en dessous ou au-dessus. Invariablement, ça ne change rien. Les flèches. La flèche désigne, elle, une grandeur de physique en entrée ou en sortie d'un élément. Si je prends ma voiture, en entrée, on va avoir par exemple la puissance du moteur, la puissance oméga, la puissance de rotation, la vitesse de rotation, et en sortie, on va avoir la vitesse linéaire de la voiture. Donc on va avoir des grandeurs d'entrée et de sortie d'un système qui ne sont pas forcément de même nature. On va retrouver toujours un comparateur. Un comparateur génère l'écart entre deux valeurs comparables. On pourra également trouver des sommateurs avec plus, plus. Il permet donc de comparer les valeurs pour faire la boucle fermée. Éventuellement, il va permettre d'ajouter une perturbation quand il apparaîtra au niveau du système, par exemple si on a une pente dans le cas de notre voiture. Et enfin, on a des branchements, tels que ici, pour le prélèvement d'informations,
À retenir que ce qui est ici, l'information qui sort sur cette ligne-là, est exactement la même que celle-ci. On fera bien attention de bien respecter le sens des flèches. Sinon, par principe, on va toujours avoir ce type de cartographie-là en termes de fléchage. Quelques règles essentielles pour construire un schéma fonctionnel. Déjà, un rectangle ne peut avoir qu'une seule grandeur physique d'entrée et une seule de sortie. Vous n'avez pas le droit de mettre sur un rectangle 2 flèches parallèles. Si on veut prendre plusieurs entrées, il est nécessaire de faire apparaître un comparateur ou un sommateur avant. C'est-à-dire que finalement, dans le correcteur, il arrive la consigne et ce qui revient du capteur. La somme est faite avant de rentrer dans le correcteur. Un comparateur et un sommateur ne peut additionner ou soustraire que 2 grandeurs physiques de même nature. 2 grandeurs, 3 grandeurs, vous pouvez très bien rajouter des plus et des moins. En général, on peut aller jusqu'à 3 sur un comparateur, et si on a besoin d'ajouter encore des éléments, on va mettre un deuxième comparateur ou sommateur en amont. Ce sont bien des flèches et pas des traits, c'est-à-dire que la direction est nécessaire. Et enfin, la boucle de retour, le capteur, peut se situer au-dessus ou en dessous du système de la chaîne directe sans distinction. On retrouve donc la chaîne directe au-dessus, ce qu'on va appeler la boucle ouverte qui correspond à la chaîne directe ainsi que le capteur, et la chaîne en boucle fermée qui correspond à l'ensemble. Nous reverrons dans tous les cas ce vocabulaire par la suite. Pour continuer ce chapitre, je vous conseille fortement de suivre la vidéo sur la construction d'un schéma fonctionnel.